Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Alors, on va regarder au niveau des marchés US, on va regarder au niveau du S&P 500. Donc là, actuellement, on ne fait pas grand-chose, hein. De toute manière, le marché reflète l'incertitude vraiment qu'il y a dans l'environnement, hein, l'incertitude géopolitique, mais aussi économique. Puisque là, on peut constater qu'on a comme une forme de gros range qui est en train de s'installer ici. On est vraiment dans une zone de volatilité et il n'y a pas de tendance comme on pouvait avoir bien évidemment comme l'année dernière où c'était très simple, la tendance était très efficace. Pour l'instant, on est vraiment dans ce range ici de volatilité, un petit peu comme on était par exemple ici fin 2018. Donc là, pour l'instant, vraiment pour un retour vraiment de tendance, il faudrait sortir vraiment de tout ce range ici. Justement, ça permettrait aussi donc d'avoir de nouveaux plus hauts, hein, ce qui serait efficace. Donc sortir vraiment de ces derniers plus hauts qui se trouvent ici. Donc là, ça donnerait un peu plus de souffle au niveau des marchés. Aussi, ça pourrait aussi éventuellement confirmer comme une épaule tête-épaule qu'on peut regarder ici, par exemple. Je vais juste la montrer. Vous voyez, ici, on a une épaule qui se forme. On peut en avoir donc, la tête ici. Hop. Et quelque chose ici, peut-être qui peut se former, mais pour l'instant, bien évidemment, une épaule, tête-épaule inversée, ça peut se voir qu'une fois qu'elle se passe, on ne peut pas forcément amplement l'anticiper. Ici, on peut juste constater qu'on a une zone de support qui peut être potentiellement une zone de rebond. Et donc ensuite, si on casse ce niveau ici, bien évidemment, on pourrait avoir de nouveau plus haut à ce niveau-là. Donc là, on pourrait avoir un peu plus de clarté, mais pour l'instant, on reste toujours dans cette zone de toute manière de volatilité. On n'est toujours pas sorti de cette zone-là. D'ailleurs, on peut constater qu'on est toujours aussi vraiment dans un environnement de risk-off, hein. C'est-à-dire que c'est pas forcément opportun de passer longue actuellement sur tout ce qui est titre de croissance ou très à risque, hein. Donc là, on peut le constater par exemple au niveau des obligations à haut rendement. On peut constater que ça ne forme pas, vous voyez, on n'a pas forcément supporté le S&P 500, vous voyez, si je le rajoute. On n'a pas, vous voyez, ici, il est remonté quand même efficacement avec une force assez conséquente, mais ici, on peut constater qu'on n'est pas, on n'a pas rebondi avec une force aussi conséquente. Donc là, c'est plutôt significatif de risk-off, hein, c'est-à-dire que, bien évidemment, ce n'est pas un environnement où les titres à risque sont avantagés. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qui est obligation à haut rendement. Bon, vous voyez si je dézoome, on va faire regarder ça plus comme ça. Voilà. Donc là on peut, d'ailleurs on peut même, vous voyez si j'arrive à inverser donc le graphique, ça forme comme un VIX, hein, comme on peut constater, ce qui est tout à fait normal puisque ce sont vraiment les titres très sensibles d'obligations à haut rendement. C'est vraiment un peu de la junk, donc c'est des obligations à haut risque. Et là, ça forme comme une sorte de VIX, hein, comme on peut constater. Lorsque ça monte comme ça, c'est signe que de volatilité qui peut augmenter. Donc là, on peut voir d'ailleurs si je rajoute le VIX, ça c'est un petit peu similaire. Donc là, j'ai inversé bien évidemment comment dire, l'échelle pour nous donner. Alors lui, par contre, je vais essayer. Donc là, on peut vraiment constater que ça ressemble un petit peu au VIX, hein. Vous voyez, on a les zones de plancher ici qui se trouvent avant de popper, donc avant de vraiment faire un petit pump. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Ça ressemble un petit peu, c'est un petit peu similaire au VIX. Et là, on peut constater qu'on n'est pas retourné sur la zone de plancher ici. Donc vraiment l'environnement risk-off. Donc vraiment qui est plus sensible pour les titres de risque, est toujours présent tant que ça ne se retourne pas, qu'on n'a même pas à un moment une bougie verte, hein, comme on peut avoir ici ou ici ou ici. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de signe que justement l'environnement risk-off s'apaise. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc je vais retourner sur l'échelle normale et je vais remettre le S&P 500. Alors vraiment, qu'est-ce qui pourrait faire changer d'avis au niveau des marchés? Peut-être une politique plus stimulante au niveau fiscal, hein, parce que une fois qu'il y a la politique monétaire qui vient de passer, donc quand on a passé le quantitative easing, donc tout ce qui est politique accommodante pour les marchés, c'est la politique budgétaire ou politique vraiment fiscale qui va driver un petit peu le marché. Donc là, c'est vrai que cette année
On attend de voir qu'est-ce que la politique fiscale va introduire sur les marchés américains et est-ce qu'elle va être stimulante ou pas. Ça va être vraiment la question parce que si elle n'est pas vraiment stimulante, cela ne risque pas d'arranger cette zone ici de volatilité et de range qui va persister à mon avis. Sinon, l'autre chose qui peut arriver, peut-être une attente vraiment, comment dire, superformer les attentes des résultats financiers qui arrivent au trimestre numéro 1 2022. Donc là, actuellement, au mois d'avril, nous allons avoir les résultats des trimestres. Donc peut-être ça aussi, ça peut faire changer la donne. Mais il faudrait vraiment que le marché soit surpris. Donc il y a vraiment une belle surprise à ce niveau-là. Donc là, justement, on peut voir que l'environnement risque off est toujours vraiment en train de persister. Pourquoi? Ben là, on peut voir que tout ce qui est les actions à faible volatilité, donc ça c'est un ETF qui représente les actions à faible volatilité, ben lui il est super forme. Et si on ajoute justement un ETF qui lui fait vraiment des titres plus risk-on, pardon, donc avec beaucoup plus de risques, on peut voir que lui ne suit pas justement la direction. Donc on peut voir qu'on est toujours dans un environnement risk-off. Donc il faut quand même assez faire attention à ce niveau-là et faire attention avec son exposition justement lorsqu'on arrive dans un environnement risk-off. Alors habituellement, on utilisait tout ce qui était obligations gouvernementales pour justement voir les environnements risk-off et risk-on. Comme là, on pouvait le constater fin 2018, on avait une poussée d'environnement risk-off qui commençait à se passer. Hein. Mais maintenant, avec le fait qu'on ait de l'inflation qui est quand même très élevée, ben, en fait, ça affecte beaucoup les obligations gouvernementales et du coup, ça ne fonctionne plus. Utiliser ces indicateurs-là ne fonctionne pas actuellement. Donc c'est pour ça que j'ai préféré aller voir par exemple de la junk. Donc voilà, la junk, on peut voir que là actuellement on est toujours en risque off. D'ailleurs, on peut aussi regarder par exemple les semi-conducteurs par rapport au S&P 500. On peut voir justement les semi-conducteurs viennent de casser un niveau très important ici. Et ça aussi, lorsque les semi-conducteurs sous-performent le S&P 500, c'est plutôt signe d'un environnement risk-off. Il en est de même aussi, par exemple, lorsque le bêta secteur, donc par exemple consommation de base par rapport au S&P 500, on peut constater. Là aussi, on peut voir qu'on commence à superformer donc, depuis fin 2021. Et donc ça aussi, c'est signe de risque off. Et aussi tout ce qui est secteur de la santé ou secteur, par exemple, des services publics. Donc là, on peut par exemple le mettre. Hop. Il en est de même, hein, comme vous pouvez voir. Et aussi pour tout ce qui est secteur de la santé. Donc voilà, là aussi, on peut voir qu'on est toujours en risque off. Ça, c'était la petite parenthèse, hein, c'est pour vous expliquer qu'actuellement, le marché, vraiment, tout l'argent va dans vraiment des secteurs beaucoup plus, comment dire, low bêta, c'est-à-dire pas avec des grosses variations par rapport au risque. Et donc, du coup, on sent qu'il y a toujours ce transfert de tout ce qui est titres à risque vers les titres moins risqués. Alors l'autre point important aussi, c'est tout ce qui est du price earning, le roulement, c'est-à-dire justement du price earning sur 10 ans. On peut voir qu'on est quand même très loin justement de la moyenne historique. Alors c'est vrai qu'on peut rester loin assez longtemps. Cependant, on est quand même assez... vous voyez ici, il y a eu quand même un retournement qui a duré quand même 3 ans après. Hein. Donc là, c'est vrai que ça a persisté, par exemple en 2000. Hein, 99-2000, hein, on a persisté longtemps, donc ça peut persister encore un an. Cependant, quand ça se retourne, on voit bien que ça prend aussi du temps, donc ça a pris presque 3 ans pour justement retourner à la moyenne. Donc voilà, donc là, même si on continue, il y a des fortes probabilités à ce qu'on aille, comme j'expliquais dans ma dernière vidéo, rafler les gains, puisque une récession peut rafler 3 à 4 ans de gains facilement. Donc là, on voit qu'il y a un risque quand même lorsqu'on s'écarte de cette moyenne-là. Et justement, on peut, comme j'ai expliqué aussi dans mes anciennes vidéos, on peut être dans un transfert de tendance séculaire, c'est-à-dire une tendance qui dure plus longtemps que prévu, entre ce qui est le marché des actions et le marché ce qu'on appelle des... alors, attendez, je vais essayer de retrouver.
commodités. Donc là, en fait, on a vraiment le bureau Commodity Research, c'est l'ensemble des commodités. Donc vous avez l'énergie, les métaux industriels, les métaux précieux et les matières agricoles pour l'agriculture. Donc là, en fait, ce qu'on peut constater, c'est que on a des tendances séculaires entre justement le marché des actions et le marché des ce qu'on appelle hard assets en anglais. Donc là, si on peut constater, par exemple, justement, j'en avais déjà parlé quelques fois, lorsque justement, hop, vous voyez ici à partir de 2000 jusqu'à 2007, alors on va agrandir, donc de 2000, comme vous pouvez constater, jusqu'à 2007, vous voyez, ici, on avait une tendance séculaire qui favorisait tout ce qui était commodité. Et vous voyez, on était à 194% et moins 3% sur le S&P 500. Donc là, c'était une grande tendance séculaire qui s'inversait. Et donc là, on a eu aussi l'inversement depuis donc 2008. On peut voir qu'on a eu un inversement, c'est-à-dire que c'est le marché donc equity, donc des actions, qui a fait plus de 100%. Et par contre, ce qui est des matières, des commodités, moins 22%. Donc là, on peut avoir effectivement, dans cette nouvelle tendance séculaire qui peut se jouer entre le marché equity et le marché des commodités, on peut avoir cet inversement qui peut se produire justement. Donc on a des éléments qui peuvent aussi nous le permettre, de nous dire ça, comme par exemple l'inflation ou autre, qui sont favorables justement pour les commodités. Donc voilà, il faut suivre ça de près, mais on voit bien que le marché des actions est quand même très surévalué là actuellement par rapport au marché des commodités. Et donc c'est un petit peu ce qu'on revient, si on revient par exemple ici, comme je disais, entre 2000 et 2010, on a eu le marché equity qui s'est inversé avec le marché des commodités, et donc le marché des commodités a fait plus de 100% et le marché donc des actions pratiquement rien du tout. Donc voilà, et ça c'était après le roulement aussi que vous pouvez voir. Donc là, malheureusement, ça revient qu'à quoi 94, donc c'est quand même pas assez en arrière malheureusement. Mais là aussi, on pouvait voir, vous voyez, on était monté jusqu'à 500%. Ici en 10 ans, presque 300%, ici 64%, et ça s'est inversé ensuite. Donc les tendances séculaires se passent entre les marchés des actions et le marché des commodités, et il peut y avoir des inversements justement entre ces deux marchés-là. Et donc effectivement, tout ce qui se passe actuellement d'un point de vue géopolitique ou autre, ça peut aider. Ça peut aider les commodités plus que justement le S&P 500. Donc justement, on va aller voir le gold. Alors le gold, moi je reste toujours haussière sur le gold, je n'ai pas changé d'avis depuis. Donc là, on a toujours la forme d'un cup and handle qui se forme, donc coupe la tasse et la anse. Et pour l'instant, ça semble assez bullish, toujours haussier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là actuellement, je suis même assez surprise parce que on a eu le dollar qui retient énormément la performance du gold, on va pas se mentir. Et donc du coup, mais même le gold a quand même tenu malgré justement la super... remonter ici. Hop, donc là on peut... Bon, ça marche pas, excusez-moi. Là, on pouvait le voir, vous voyez ici, ça a pas mal performé au niveau du dollar et le gold a maintenu quand même de manière assez efficace. Il n'a pas forcément baissé, il est resté dans son range ici, ce qui est plutôt bien. Et justement, on peut voir pour justement le gold par rapport aux monnaies qui sont un peu plus fragilisées, comme par exemple le yen, le JPY. Et là, on peut constater que le gold fait des nouveaux plus hauts encore avec le JPY, c'est-à-dire avec le yen. Et donc là, on a eu un plus haut ici, en mars, on a eu un plus haut après donc 2 semaines après, et là, on a de nouveau un plus haut. Donc c'est vrai que le gold par rapport au dollar US, lui, vraiment tarde, mais c'est parce que le dollar US est assez fort en ce moment, solide,
puisque potentiellement il y a eu une forte demande de dollars pour les contrats à terme qui se passent à Chicago. Aussi, le dollar US est une valeur refuge, donc par rapport aux problèmes géopolitiques, ça peut être aussi une valeur. Et aussi, lorsque la Fed est hawkish, ça permet, normalement, le dollar continue de monter. Donc le fait que la Fed est hawkish, donc assez agressive par rapport à sa politique, et son approche, le dollar monte. Donc lorsque le dollar va vraiment un petit peu souffler, justement l'or va bien rattraper, surtout l'or en dollars US. Donc après c'est pareil, l'or en euros est un peu plus fort, mais l'or en JPY, en yen, est quand même waouh, c'est quand même bon. Waouh, parce que le yen est très fragilisé actuellement. Et puis aussi, il me semble que la Banque du Japon injecte pas mal. Donc, elle est très la politique d'injection d'argent, ce qui fait que le yen perd de la valeur là actuellement par rapport à l'or. Et donc, l'or fait des nouveaux plus hauts. Donc, c'est plutôt positif pour l'or et par rapport au yen. Mais je reste quand même assez confiante par rapport même à celui qui est par rapport au dollar US. D'ailleurs, on peut constater que les minières, si on regarde juste les minières, elles sont quand même, voyez, pas mal, toujours en tendance actuellement. Donc là, vous voyez, on a fait des nouveaux plus bas, plus hauts, progressivement. Et donc, par rapport au papier, leur papier, les minières sont quand même assez solides. Donc, ça devrait suivre pour tout ce qui est hors papier. Voilà. Après, pour ce qui est du Bitcoin, on va vite regarder ça. Donc le Bitcoin, c'est, si on retourne au niveau du weekly, là pour l'instant, on est en train de retester les prix de clôture ici, support par rapport aux semaines, donc hebdomadaire. Le Bitcoin est fragilisé aussi par rapport au dollar US, hein, on va pas se cacher, il est quand même beaucoup plus fragilisé. Donc pour l'instant, on reste encore dans cette zone ici d'accumulation. On reste aussi au-dessus de la moyenne mobile 10, donc là on a juste pour l'instant un retracement. Donc on va voir la semaine prochaine comment ça va se passer. Donc cette semaine il a été beaucoup fragilisé par le dollar US, mais pourtant on est toujours dans cette zone actuellement de consolidation, donc il n'y a pas forcément de signe. C'est vraiment si on casse toute cette zone-là, oui, ça va aller bien évidemment vers potentiellement vers les 20 000, mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Pour l'instant, on est toujours au-dessus de la moyenne des 10 semaines et on est en train de retester ce support qui se trouve ici. Et cette semaine, ça a été pas mal fragilisé par le dollar US. Donc, lorsque le dollar US va un petit peu souffler, ça va être bien d'ailleurs. On commence à atteindre certaines résistances au niveau du dollar US, comme on peut constater. Donc, vraiment, dans le pire des cas, ce niveau-là, mais là, je l'espère, à ce qu'il se retourne ou qui fatigue un petit peu, parce que là, ça devient pratiquement aussi insoutenable pour le marché en général. Parce qu'on aime un dollar pas cher, on aime un dollar qui baisse pour les marchés en général. Un dollar qui monte, ça fragilise un peu plus les marchés. Alors, dernière petite chose au niveau du taux 10 ans. Alors là, on rentre vraiment peut-être dans un nouveau régime qui va se passer. Là, actuellement, c'est la première fois qu'on retourne aussi près justement des derniers plus hauts avant les crashs précédents. Donc là, vous voyez, avant le crash de 2000, on n'a jamais réussi à réatteindre le niveau. Là aussi, on n'a jamais réussi à réatteindre celui-là. Et là, on est très proche du pré-Covid. Alors, est-ce que c'est temporaire ou est-ce qu'on est dans une transition de changement de régime économique ou autre? Ça, c'est la grande question actuellement. Cependant, il faut quand même préserver des taux bas et négatifs pour la transition énergétique, sinon ça va être assez difficile. Mais là, on s'approche... il y a des probabilités vraiment d'aller chercher le 3% sur le taux US. Je ne serais pas surprise de cela. Par contre, à ce niveau-là, après, il va falloir vraiment, ça va être quand même assez dangereux pour les marchés, sachant qu'aussi on va entamer ce qu'on appelle réduire le bilan de la Fed. Donc là aussi, ça va enlever de la liquidité au niveau des marchés. Donc tout ça, il faut le noter parce que ça reste quand même assez important. D'ailleurs, ici, on peut constater que les ménages, donc là, vous avez tout ce qui est les comptes épargne personnels, le taux d'hypothèque sur 30 ans et
comment dire, la consommation, le crédit à la consommation, pardon, et l'inflation. Et là, on peut constater que, vous voyez, il n'y a plus forcément de liquidité de la part des consommateurs. Et donc, ils empruntent, hein. On voit que le taux de la consommation, le crédit à la consommation augmente, l'inflation augmente, on dirait qu'ils utilisent le crédit pour survivre et que là on voit qu'il y a presque plus de liquidité dans les comptes d'épargne et ça c'est pas très bon si les marchés se retournent, les liquidités comme ça, on préfère avoir plus de liquidité sur les comptes épargne pour assurer des crashs ou autres, mais là on a vraiment le crédit qui augmente et la liquidité des comptes épargne qui baisse, donc c'est pas très bon. Alors c'est vrai qu'en période d'inflation, on ne veut pas laisser l'argent dans les comptes épargne, hein, ça c'est vrai, c'est radical. Mais cependant, si on sort l'argent, qu'on le met sur le marché, mais que le marché baisse, ou que l'inflation est élevée, mais qu'on utilise beaucoup de crédit et que les taux d'hypothèque justement sont de plus en plus élevés, c'est pas forcément bon non plus, hein, c'est comme si on réduisait vraiment la liquidité sur les marchés. Donc voilà. Donc en tout cas, là, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Et faites attention. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.